bravo. Donc, encore une fois, bienvenue pour ce webinaire sur la recherche d'emploi à l'international. Nous sommes ce soir avec Déborah, elle s'est présentée. Donc, c'est une professionnelle, une experte qui a eu beaucoup d'expérience à l'étranger dans différents pays. Et elle est là pour nous partager ses expériences et ses astuces. La session est enregistrée, donc à la fin du webinaire, pour tous ceux qui se sont inscrits, et pour voilà, mes anciens élèves, vous aurez droit au replay de la session. Donc, n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, si ça vous a apporté, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Et comme je disais, donc mes anciens élèves, parce que en plus de mes activités de journaliste et communication, en fait, je fais de l'accompagnement à l'emploi, donc donner des conseils, de la formation aux techniques de recherche d'emploi pour les personnes donc, qui sont soit sans emploi, soit les personnes qui sont en poste, mais qui aimeraient mieux ou autre chose, et puis qui ont un peu du mal à se démarquer sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que régulièrement, j'organise des webinaires avec des professionnels voilà, qui peuvent nous partager leur expérience pour aller plus haut et plus loin professionnellement. Voilà. Donc, je cède la parole à Déborah pour sa présentation. Je vous dis d'ores et déjà au revoir parce que le téléphone, bon, on est en Afrique, il y a des problèmes de courant, donc ce qui me sert de modem est presque déchargé, donc je ne serai pas avec vous pour la suite de la présentation, mais en tout cas, bon webinaire à vous. Et voilà, j'espère que ça vous sera très, très fructueux. Pourtant Voilà. qu'on a trop compté sur vous, hein. Pardon? Pourtant qu'on a trop compté sur vous alors que vous allez nous d'ici, hein. Voilà, c'est Dieu, Dieu voulant. Moi aussi, le courant revient d'ici là, je me reconnecterai, mais là, j'ai juste un problème de batterie et puis voilà, de coupure d'électricité. Donc, désolée, Ah, c'est pas désolée grave, encore hein. une fois. L'essentiel, Voilà. c'est que vous n'êtes pas en train de nous trahir, c'est tout, hein. Non, non, je ne vous trahis pas. Ça, je suis de votre côté. Et puis, je vous laisse entre de bonnes mains. Voilà, Déborah est une personne formidable et elle va là vous partager son expérience. Donc, voilà. Bye bye. Euh, Bye bye. Rosemary, je sais pas si tu arrives à voir une présentation sur ton écran. Oui, oui, on voit ton Sur le- écran. On voit ton écran. Oui, oui. vous On voit ta voyez PowerPoint, présentation. c'est ça? La Oui, on voit le présentation, ok. PowerPoint. Oui, oui, on voit. Ok. Mm. Parce que là, je n'arrive pas à voir le Zoom, donc je vais présenter et puis après, je vais fermer. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Comme je disais, juste une petite représentation peut-être pour les 2 ou 3 personnes qui nous ont rejoints. Tu pourras ajouter les nouveaux, c'est ça? Parce que là, je ne vois pas. Pendant que Oui, tu... alors attends. Tant que je suis connectée, oui, oui, je pourrais ajouter les nouveaux. Oui. D'accord, ça marche. D'accord. Donc, moi, je suis du Tchad et comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec les organisations non gouvernementales, les ONG. Et maintenant, je suis dans une agence onusienne. Là, je suis au Congo-Brazzaville, mais j'ai travaillé en Namibie, au Niger, en République démocratique du Congo, dans les territoires palestiniens, en Somaliland, en Afrique du Sud et chez moi-même au Tchad. Et donc, j'ai étudié la linguistique appliquée à Pretoria, en Afrique du Sud. Mon rêve, c'était d'être traductrice-interprète, mais je suis rentrée après les études et j'ai commencé à travailler comme traductrice indépendante. Et là, ça ne marchait pas trop au niveau du Tchad, donc j'ai commencé à chercher d'autres opportunités de travail. Et c'est comme ça que je suis entrée dans les ONG pour la première fois et j'ai débuté ma carrière humanitaire. Et c'est plus tard, je dirais peut-être 6 ans après ma licence, que j'ai pu commencer un master. J'ai fait un master en affaires internationales et diplomatie avec une université en Espagne et en partenariat avec l'Institut de formation de recherche des Nations Unies. Un master complètement en ligne, donc je l'ai fait en ligne en 2 ans. Et je suis aussi passionnée de l'écriture, donc j'ai décidé d'entamer un deuxième master que j'ai commencé l'année passée, aussi en ligne, en création littéraire à l'université de Hull en Angleterre. Je suis aussi blogueuse, j'ai un blog, le lien est juste en dessous et ça s'appelle We Write Africa. J'écris des articles sur un peu de tout sur l'Afrique, mais je me focalise beaucoup plus sur le côté positif de l'Afrique. Tous ces aspects positifs que je rencontre pendant mes voyages ou que je vois un peu partout. Je fais aussi le portrait des Africains qui m'inspirent, etc. sur ce blog.
Et je suis aussi cofondatrice d'une initiative au Tchad qui s'appelle L-Impact. Alors, L-Impact est une initiative qui a pour but d'accompagner les jeunes filles tchadiennes, donc qui sont au lycée ou bien dans les premières années universitaires, les mettre en contact avec des mentors qui sont dans les domaines où elles aspirent travailler, et ces mentors, qu'elles soient au Tchad ou ailleurs, accompagnent ces jeunes filles dans leur carrière à travers des conseils, des mises en contact, etc. Donc, c'est une initiative assez nouvelle que je vais beaucoup plus lancer à partir de juillet, donc dans quelques semaines, quand je serai au Tchad pour quelques temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, la présentation... Attends, excuse-moi, juste 2 secondes. Est-ce que juste some housekeeping, sorry. Est-ce que tu peux nommer Yémé comme co-host? OK. Tu m'enlèves comme co-host et tu la nommes comme co-host. Voilà. Comme ça, elle pourra admettre les nouvelles personnes. Voilà, même quand je serai... Non, non. Voilà, c'est pas D'accord, ça grave. marche. Voilà, OK, merci. OK. Alors, je disais, la présentation elle sera très courte pour permettre beaucoup plus une discussion avec des questions-réponses. Et je tiens aussi à dire que la présentation est basée beaucoup plus sur mes expériences personnelles et sur des domaines assez spécifiques. Donc, ici, je parle du domaine humanitaire avec les ONG et les agences onusiennes, mais aussi dans le domaine de l'enseignement, donc le domaine éducatif. Et donc, ce sont des astuces qui sont assez universelles, qui peuvent aider tout le monde, mais sachant aussi que moi, je les ai utilisées dans un domaine très spécifique. Donc, peut-être elles peuvent ou ne peuvent pas marcher pour des personnes qui sont dans d'autres domaines. Mais en général, c'est des astuces que moi, j'ai trouvées qui aident beaucoup, et c'est aussi des astuces que j'ai appris d'autres personnes qui sont mes mentors dans le monde humanitaire et aussi dans le monde éducatif. Oui, comme on disait, la recherche de l'emploi devient de plus en plus saturée dans le monde entier, mais encore de plus en plus saturée en Afrique. Et je dirais qu'en cherchant l'emploi, ces jours-ci, il faut être assez... je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. C'est bon. C'est bon? OK. Ouais. Voilà, from beginning. Alors, je dirais que ces astuces que j'ai montrent un peu comment être assez... Je cherche le mot correct, mais c'est un peu comment être un peu même agressif dans la recherche, c'est-à-dire comment trouver tous les moyens pour, disons, contacter les employeurs ou bien se faire voir ou bien se vendre, vendre ses compétences pour attirer plus d'employeurs. Alors, moi, j'ai 3 mots que je retiens dans la recherche de travail, et ça, je les copie de quelque part de LinkedIn. C'est la proactivité, la persévérance et la patience. Et donc, dans la présentation, on va aller de mot à mot et voir quelles sont les astuces sous la proactivité, la persévérance et la patience qu'il y a dans la recherche de l'emploi, mais surtout dans la recherche au niveau international, lorsqu'on veut peut-être sortir de son domaine ou bien sortir de son pays et aspirer à travailler en dehors du pays. Alors, pour la proactivité, je vais commencer avec l'investissement sur soi-même à travers l'auto-formation. Je me dis que dans plusieurs domaines, surtout le mien, ce qu'on étudie à l'université, ce qu'on a étudié pour recevoir le diplôme et ce qui se passe dans le monde réel du travail est assez différent. Alors, quand on finit les études et qu'on se met dans le monde du travail, je pense qu'il est très important de rechercher des formations qu'il faut faire dans des domaines qui nous intéressent et dans des domaines qu'on pense assez pertinents pour un peu renforcer les capacités et ajouter un plus sur le diplôme qu'on a pour pouvoir avoir plus d'accès au travail dans son pays ou à l'étranger. Par exemple, moi, j'ai étudié la linguistique, et quand je suis rentrée chez moi au Tchad, j'ai commencé avec un stage dans la gestion des subventions et dans les programmes humanitaires. Je n'avais aucune expérience dans les subventions, aucune expérience dans les programmes, mais à travers mon stage, ce qui m'a beaucoup aidé à exceller dans mon stage que j'ai fait pendant 1 an,
c'était les formations que je trouvais en ligne et des formations gratuites. Par exemple, j'utilisais Coursera, le site Coursera, le site Relief Web ou bien Unita, qui est aussi une agence onusienne qui donne beaucoup de formations. Et je cherchais tout ce qui était gratuit parce que je n'avais pas les moyens en ce moment pour me payer des formations. Donc, il y avait des formations en gestion de projet, en suivi évaluation, en évaluation de projet, etc. Et je m'inscrivais à tout moment à ces cours et je les suivais. Et en suivant ces cours, il y a certains qui te donnent qui donnent des certificats à la fin de la formation, qui étaient des certificats très valables, et je les mettais sur mon CV pour essayer de pouvoir décrocher de boulot ou bien pour essayer de montrer aux employeurs les compétences que j'avais. Donc, en général, je trouve que c'est très important d'être proactif et de se former. Un deuxième exemple, c'est par exemple, si je suis en train de chercher un travail, disons, un travail de gestion de subvention, mais où il y a aussi une composante qui est un peu différente, peut-être parlons de, je ne sais pas, advocacy ou un truc pareil. Ce que je fais en postulant à ce poste, je vais chercher une formation assez spécifique sur ce petit volet-là que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas bien. Et j'essaie de me former le plus rapidement possible pour pouvoir quand même avoir une idée de cette composante avant de postuler. Ainsi, si jamais je suis retenue pour un test ou bien retenue pour un entretien, cette connaissance que j'ai eue à travers cette formation peut m'aider lors de l'entretien ou lors des tests. Et je peux dire que cette astuce, je l'ai utilisée plusieurs fois quand je travaillais avec les ONG. Où il y avait des petites composantes où je ne connaissais rien, où je n'avais aucune idée, mais des petites formations, même parfois de 2 heures, 3 heures que je trouve sur Coursera, sur Relief Web, m'a donné assez d'informations supplémentaires pour exceller lors des entretiens ou bien lors des tests écrits. Donc, je dirais le premier, c'est l'investissement sur soi-même et toujours voir se former, le temps qu'on met dans sa propre formation et même parfois l'argent qu'on met dans son propre formation, moi, je le vois comme un investissement qui me reviendra plus tard lorsque je serai dans un poste où je suis assez bien rémunérée. Ça me fait penser que tout ce que j'ai eu à dépenser me revient plus tard. Donc, je le vois comme un investissement. Le deuxième point, je dirais une recherche ciblée, le développement des CV et des lettres de motivation. Dans la recherche de travail, il faut vraiment savoir comment contextualiser sa lettre de motivation pour chaque poste. Il y a parfois des exemples, et moi-même je le faisais, des exemples de personnes qui postulent à plusieurs postes en utilisant la même lettre de motivation et en changeant juste la date, peut-être le titre du poste, etc. Mais le contenu reste le même. Et moi, je le faisais pendant je dirais même plusieurs années au début de ma carrière quand je commençais. Mais à travers un conseil d'une grande sœur qui m'a donné, j'ai maintenant pris le temps de contextualiser ma lettre de motivation pour chaque poste auquel je postulais. Donc, en lisant la description des tâches des postes, je recherchais les points clés que les employeurs cherchaient et je cherchais des exemples assez spécifiques si j'en avais et qu'est-ce que j'ai eu à réussir dans ces exemples spécifiques et je les mettais dans ma lettre de motivation. Et je pense que moi, j'ai vu un changement quand même en termes de réponses que je recevais quand ma lettre de motivation était assez contextualisée que lorsqu'elle était assez générique. Quand elle est générique, elle liste juste j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à travailler dans tel pays, tel domaine. Mais ça ne montre pas vraiment à l'employeur, bon, tu as eu à faire toutes ces choses, mais quelles sont les grandes réalisations que tu as eu à faire? Par exemple, dans la gestion des subventions, tu as eu à gérer combien de subventions et quel était ton point fort dans ces gestions. Ça, c'est des choses que maintenant, je prends le temps de mettre dans ma lettre de motivation quand je postule. C'est beaucoup de travail parce que je ne suis pas sûre pour les autres domaines, mais dans le domaine humanitaire, et Rosemary, tu peux confirmer, on doit postuler à tellement de postes pour avoir peut-être juste une ou deux réponses. Alors, c'est beaucoup de travail et beaucoup de
d'heures à dédier dans cette recherche, mais pour moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Le développement des CV suit un peu la même trajectoire. On a des CV standards qu'on prépare pour postuler à plusieurs postes, mais je pense que c'est toujours très important de prendre quelques minutes et de regarder les tâches que l'employeur demande dans l'appel dans l'appel et puis d'essayer de les contextualiser dans le CV. Alors, essayez de ressortir ces points forts. Par exemple, si c'est si vous postulez un poste sur la gestion des programmes, par exemple, si vous avez des expériences dans la gestion des programmes, vaut mieux refaire sortir clairement dès au début du CV qu'est-ce que vous avez eu à réaliser quand vous avez eu à gérer des programmes. Et c'est important aussi de donner des exemples concrets et clairs que vos références peuvent donner aussi. Par exemple, s'ils voient dans l'humanitaire, quand les employeurs voient les exemples que vous avez cités sur votre CV ou sur votre lettre de motivation, parfois il arrive que lors de la vérification des références, ils prennent le temps de demander est-ce que telle personne a effectivement eu à réaliser tel ou tel. Donc, c'est important d'être assez consistant et de montrer clairement ce que vous avez eu à faire, mais aussi en réfléchissant, est-ce que si on appelle mes références dans cette organisation où je travaillais, est-ce qu'ils peuvent effectivement confirmer que j'ai eu à faire ça? Donc, ce temps extra qu'on prend pour regarder le CV et la lettre de motivation avant de postuler, je trouve ça très important. Le troisième point, le réseautage et recherche de mentors. J'avoue que moi-même, en termes de réseautage, j'étais très, très faible et je n'ai jamais pensé ou eu l'idée qu'avoir un mentor était très important dans le domaine dans lequel je travaillais. Mais ce n'est que dans les dernières années que j'ai réalisé ou que je me suis rendu compte que avoir un mentor, être fort dans le réseautage, c'est très, très important pour avancer professionnellement. Qu'est-ce que j'entends par réseautage? Moi, personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn pour être en contact avec plusieurs personnes dans mon domaine ou dans d'autres domaines qui peuvent m'intéresser. Et ça fait à peu près, depuis que je travaille, ça fait à peu près 2 ans que j'ai ouvert mon LinkedIn et où je vais régulièrement, presque tous les jours, et je vois des résultats. C'est là aussi où je vois beaucoup des posts qui sont postés et parfois c'est directement le recruteur, c'est-à-dire le hiring manager, la personne qui veut recruter dans son équipe, qui poste sur sa page LinkedIn. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller postuler à ce poste si tu penses que tu as les compétences requises, mais tu peux revenir aussi sur LinkedIn et contacter cette personne directement et dire voici, j'ai répondu au post que vous avez mis sur LinkedIn, voici mes connaissances. Parfois, moi, j'attache aussi mon CV, etc. Et moi, je pense que ça donne un plus quand on a ce contact direct avec la personne qui est hiring manager. Et aussi la recherche de mentors, avoir un mentor qui travaille spécifiquement dans votre domaine, qui peut partager ses expériences sur comment ils ont fait pour arriver à leur niveau, quelles sont les astuces, quels sont les conseils, quelles sont les idées, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est un point aussi très important. Moi, je n'ai jamais, je dirais dans mes 5 ou 6 premières années, je n'ai jamais eu de mentor, mais il y a peut-être 1 an et demi, j'ai eu un mentor dans le système des Nations Unies qui travaille aussi dans le partenariat. Et cette personne m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses sur comment un peu naviguer le système de recherche des emplois dans le système, comment, je dirais, bien travailler avec son superviseur ou sa superviseure pour montrer ce que vous apportez dans l'organisation. Et donc, moi, je trouve que chercher un mentor dans votre domaine, c'est très, très important. Parfois, il y a des organisations qui organisent des initiatives de mentorat où on fait un matching avec un employé ou avec un mentor.
Et dans le cas où ces genres d'initiatives n'existent pas, vous pouvez même vous approcher de quelqu'un. Par exemple, moi, je me suis juste approchée d'une personne qui est dans le domaine dans lequel je travaille il y a plusieurs années et dans le système dans plusieurs années. Et je leur ai dit simplement que oui, j'ai regardé votre profil LinkedIn, je trouvais très intéressant. C'est un domaine dans lequel je voudrais exceller et grandir professionnellement. Est-ce que vous êtes disponible à me donner quelques astuces, etc. Et pour moi, ça marchait. Et ce n'est pas, on ne discute pas peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines, mais peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On a le temps de discuter juste quelques minutes sur ce que je fais, comment ça avance, quelles sont mes difficultés. Et dans les difficultés, cette personne me donne des conseils, des astuces et comment surmonter ces genres de difficultés. Le 4e point, l'importance du volontariat pour le CV. Moi, j'ai commencé dans le monde humanitaire après mon stage au Tchad, ce qui m'a permis de sortir du Tchad pour la première fois pour aller travailler à l'étranger, c'était du volontariat. Donc, j'ai fait du volontariat dans l'enseignement dans un camp de réfugiés en Jordanie. Et après, ça m'a ouvert d'autres portes à continuer à travailler dans le Moyen-Orient. C'est là où je suis allée dans le territoire palestinien pour 1 an. Et après, je suis revenue en Somaliland. Donc, la première sortie de mon propre pays, du Tchad, c'était une opportunité de volontariat qui payait très peu, juste assez pour pouvoir se loger et se nourrir, mais pas du tout pour économiser. Mais en ce temps, moi, je l'ai vu comme une opportunité pour sortir et avoir un plus dans mon expérience et surtout un plus au niveau international. Alors, parfois, ce n'est pas du tout facile de faire parce qu'on a des charges, on doit s'occuper de la famille, on a des factures à payer. Donc, aller être volontaire avec des moyens financiers qui ne vous permettent pas de bien vivre, ce n'est pas du tout facile. Mais si jamais une opportunité ainsi s'offre où ce n'est que du volontariat à l'international qui ne paye pas vraiment et vous pensez que vous pouvez le faire, moi je dirais allez-y, faites-le parce que sur le CV, cette opportunité, vous n'allez pas détailler pour dire que c'était du volontariat, vous n'avez pas été payé. Non, non, non. Vous allez juste détailler les tâches que vous avez eu à faire. Vous allez détailler le titre du poste plus l'organisation et ça fait déjà un plus. Donc, je le vois encore une fois de plus comme un investissement, si c'est possible de le faire, parce que ce n'est pas toujours facile de le faire. Donc, le volontariat apporte toujours un plus sur le CV, parce que sur le CV, comme je le disais, ce n'est pas mentionné explicitement que c'est du volontariat non rémunéré. Alors, s'il y a ces opportunités, je pense que c'est toujours très important de le faire. Maintenant, après l'ère du Covid, il y a pas mal d'opportunités de volontariat qui se font en ligne. Et j'ai certains de mes amis qui ont un travail normal, mais qui font aussi du volontariat en ligne pour une organisation qui est basée ailleurs, quand ils ont le temps de le faire. Alors ça aussi, c'est des opportunités qui peuvent vous ouvrir des portes plus tard. Je donne un exemple, un ami qui avait fait du volontariat lors du Covid, pendant qu'il travaillait au Tchad. Il a fait du volontariat avec une organisation dans la collecte des données pendant à peu près 6 mois. Il l'a fait gratuitement. Et son CV, ses informations sont restées sur le système de cette organisation. Et beaucoup plus tard, presque 2 ans et demi après, ils l'ont contacté pour lui dire, ah oui, effectivement, tu étais volontaire, tu as fait un très bon travail, on a besoin des consultants internationaux. Est-ce que tu serais intéressé? Et là, il avait le temps, il était intéressé. Donc, maintenant, il est consultant international pour une organisation auquel il était volontaire il y a quelques années. Donc, c'est juste un exemple à donner pour montrer un peu l'importance du volontariat pour le CV. Le dernier point, c'est choix entre passion et nécessité. Et ça, c'est beaucoup plus basé aussi sur une expérience personnelle, pardon. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, mon rêve, c'était d'être traductrice-interprète. Et après mes études en traduction et linguistique appliquée, quand j'étais rentrée au Tchad, c'est un domaine qui
qui est un peu compliqué, c'est-à-dire c'est un domaine qui ne marche pas encore très bien au Tchad pour les traducteurs et interprètes à l'époque où moi j'étais rentrée, il y a déjà presque 8 ans. Et donc, j'ai dû laisser ce domaine de traduction interprétariat pour plutôt aller faire un stage avec une ONG et essayer de voir une autre piste professionnelle dans la vie. Et c'est ça qui m'a amenée à devenir humanitaire jusqu'au point où je suis là aujourd'hui. Alors, c'est juste pour dire que parfois, on a une passion très forte de ce qu'on veut faire dans la vie, mais les difficultés de la vie au niveau professionnel nous poussent à aller, à essayer de regarder d'autres possibilités qui existent. Et moi, je pense que si la passion ne permet pas, disons, de payer ses factures, c'est toujours très important d'essayer de voir, alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour essayer de m'en sortir professionnellement, financièrement, etc. Et je pense qu'il y a plein d'exemples ainsi où on laisse sa passion pour un moment pour aller travailler dans un domaine qui n'est pas le sien, mais toujours par l'auto-formation, le réseautage, le mentorat, on peut changer de domaine pour essayer de survivre financièrement. Mais sachant qu'on a cette passion, on peut toujours y revenir. Par exemple, moi, j'ai toujours eu cette passion d'écrire qui est un domaine assez proche de la traduction, l'interprétariat, la linguistique, etc. Mais j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant quelques années et maintenant, j'ai l'opportunité d'écrire dans mes temps libres à travers mon blog. J'écris aussi des articles pour d'autres types de journaux ou de magazines internationaux. Donc, c'est juste pour dire que cette passion qu'on a, on peut toujours y revenir plus tard. Alors, la persévérance, ça, je vais passer assez rapidement. Il faut toujours postuler à une multitude de postes. J'entends toujours des exemples, ça peut être de mes amis, de mes proches ou des gens de mon entourage qui disent « Ah oui, il y avait un poste là, j'ai postulé et j'attends. » Je pense que ça, c'est une erreur un peu grave. Par exemple, si on voit un seul poste, on postule à ce seul poste et qu'on attend d'avoir la réponse de ce poste. Je pense qu'il faut toujours... Moi, mon astuce, c'est postuler, oublier. Je postule et je passe à autre chose. Si jamais on me rappelle, là, je vais me rappeler que, ah oui, j'avais postulé à ce truc. C'est pour dire que je postule à plusieurs trucs, à plusieurs postes et à tout moment. Il y avait un aîné qui m'a donné un conseil que dans le monde humanitaire, tu peux postuler à 100 postes ouverts, sachant que c'est peut-être 4 ou 5 personnes qui vont te répondre. Donc, imagine, sur 100 CV que tu envoies à différents recruteurs, etc., juste peut-être 5 personnes vont te répondre parce que ces 5 personnes ont pris le temps de regarder ton CV. Vu que le monde est tellement compétitif, le monde du travail est devenu tellement compétitif, il faut toujours postuler et ne jamais baisser les bras et ne jamais compter sur un seul poste. Parfois, on regarde un poste, c'est tellement... On dirait que la personne a écrit ça pour nous-mêmes parce que c'est exactement les tâches qu'on a eu à réaliser. C'est exactement les expériences qu'on a qu'ils veulent, le nombre d'expériences, etc., etc. Et quand on lit, on se met déjà dans ce poste. Par exemple, on imagine que, ah oui, ça c'est clair, je vais l'avoir, je ne vais pas rater, et on postule. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi des milliers de candidats qui ont la même expérience, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, qui vont aussi postuler. Donc, pour moi, c'est postuler, oublier et continuer à postuler jusqu'à ce qu'on vous rappelle ou bien qu'on vous fasse un retour. Le dernier point qui est relié au point précédent, c'est vraiment la patience. Dans mon domaine humanitaire, parfois, tu peux postuler à un poste et on te fait un retour 6 mois après, 8 mois après ou même 1 an après. Et vu le nombre de candidats, vu la lourdeur administrative qu'il y a avec les ressources humaines, ou bien parfois le poste, il est juste en suspension parce qu'on ne sait pas s'il y a le financement pour financer ce poste ou pas. Donc, les employeurs ne font toujours pas un retour. On peut relancer. Moi, ce que je fais, si je postule
un poste 1 mois après la date d'échéance, j'essaye de relancer. Et parfois, même dans la relance, on ne vous répond pas. Mais c'est toujours important de faire une relance pour faire voir à l'employeur que vous êtes très intéressé. Mais il faut avoir une patience parce que c'est des systèmes qui prennent très longtemps. Parfois, on te répond et tu as même complètement oublié que tu avais postulé à ce truc. Tu pars maintenant chercher ou quand est-ce que j'ai postulé, qu'est-ce que j'avais écrit dans mon CV, dans ma lettre de motivation, etc., etc. Et c'est important de garder une certaine sérénité dans l'attente. Comme on le dit chez nous en Afrique, ne pas toujours y mettre les organes, c'est-à-dire, oui, tu as postulé, tu as fait ta part, tu as fait ce que tu as pu faire, maintenant tu attends. Et la plupart du temps, il n'y a jamais des réponses qui viennent. Parfois, c'est des réponses négatives qui viennent. Mais dans la patience et dans l'attente et dans la sérénité, il y a toujours une réponse positive qui finit par arriver un jour. Donc, la patience dans la recherche du travail, je trouve que c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas du tout facile. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment difficile parce que j'étais tout le temps en train de checker mon email, regarder, essayer de faire des relances. Et ça, c'est des choses qui stressent, qui frustrent, qui peuvent te faire vouloir baisser les bras ou avoir une mauvaise pensée sur telle ou telle organisation. Mais le système, il est tel qu'il est. Il est ainsi, donc il faut toujours juste garder la patience et garder la foi que tôt ou tard, quelque chose va arriver et un employeur va remarquer votre CV et peut-être vous offrir une chance. Et c'est tout pour la présentation. Merci, je vais arrêter pour revenir dans le call. Stop sharing. Merci beaucoup, Ah, tu es Déborah. là. Super. Voilà. Oh, c'est un miracle. Je suis à 6% de batterie et ça reste seulement à 6%. Donc, bon, on va dire merci Seigneur. Alhamdoulilah. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On va prendre un temps maintenant de questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y a déjà 2 questions dans le chat. Au Oui. cas où je suis déconnectée, si Ange ou Astrid, vous pouvez prendre mon relais pour faire la MC, voilà, parce que Yémé aussi devra se déconnecter. Donc, si Astrid ou Ange, vous pouvez prendre le relais, c'est juste pour passer la parole et dire qui veut poser une question et laisser la personne poser sa question, etc. Donc, c'est rien de compliqué. C'est juste faire un peu, bon, rien de compliqué. C'est un métier, hein, mais c'est juste faire un peu de MCing. C'est pas que vous devez répondre voilà, aux questions des personnes. OK, merci beaucoup, Ange. Donc, on va commencer par les 2 questions qui sont déjà dans le chat. Et pour les autres personnes, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à ouvrir votre micro pour poser vos questions. Alors, la première question, elle nous vient de Stéphane. Donc, comme je disais, il est basé à Abidjan. Comment chercher un emploi sur LinkedIn en Afrique? Je te donne les 2 OK. questions au cas où. Bon, je te Oui, donne oui, les 2 vas-y, questions. vas-y. Voilà. Oui, Donc, ça, vas-y. c'est Stéphane. Maintenant, la deuxième question, c'est de Elvira. Quelles sont les clés pour faire son réseautage ou pour se constituer OK, un réseau? Oui. d'accord. Et la première question, comment chercher Du du travail sur travail LinkedIn quand on est sur en Afrique. LinkedIn? Est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Oui, je pense que maintenant, beaucoup de personnes publient les posts sur LinkedIn. C'est vraiment là où moi, je vois aussi beaucoup de posts dans différents domaines. Mais pour pouvoir voir ces posts, il faut peut-être être connecté avec des gens dans votre domaine ou bien, comment dire, peut-être on n'est pas directement connecté, mais on follow, je ne sais pas comment bien dire ça en Afrique, je dis en africain, en français, suivre les personnes. Par exemple, disons, je donne juste un exemple banal. Si moi, je veux travailler avec une autre agence spécifique des Nations Unies, je pars faire des recherches sur la boîte recherche sur LinkedIn et je vois pas mal de personnes qui travaillent dans cette organisation. Alors, je les suis, ou je connecte. Ben, c'est pas tout le temps, tout le monde qui accepte de connecter avec tout le monde, tout moment, mais je les suis et en les suivant, vous voyez ce qu'ils postent.
Et ceux-là, souvent, postent quand il y a une ouverture, ils publient quand il y a une ouverture dans leur organisation pour tel ou tel poste. Et donc, moi, je pense que ça, c'est le moyen le plus direct ou le plus facile de chercher du travail. Une autre astuce aussi, si je vois un hiring manager, la personne même qui veut une nouvelle personne dans leur équipe, publier ce post. Si ça m'intéresse et que si je postule et puis après, je leur envoie un message sur LinkedIn, juste pour dire que j'ai vu votre publication sur tel poste, j'ai postulé et parfois je mets en pièce jointe une copie de mon CV. Donc, pour leur permettre de voir le CV plus rapidement au lieu d'aller regarder mon profil. Donc, ça, c'est juste des petites astuces que moi, j'ai eu à utiliser à travers LinkedIn. L'autre chose, c'est aussi le simple fait de liker. Et ça, quelqu'un me l'a dit l'année passée. Le plus on like les posts, les publications qui nous intéressent, le plus on trouve des publications pertinentes ou les publications de ces mêmes personnes sur notre page LinkedIn. Donc, je pense que ça, c'est les moyens les plus directs de postuler. Il y a aussi beaucoup de personnes dans le domaine des ressources humaines qui ont des pages Facebook, je suis beaucoup, des pages LinkedIn, pardon. Donc, je suis beaucoup ces pages aussi pour voir les publications qu'ils ont. Récemment, j'ai même écrit à une dame qui est des ressources humaines qui publie beaucoup. En lui disant que oui, j'ai vu plusieurs publications pour ce poste spécifique, ça m'intéresse et j'ai attaché mon CV. Et cette personne a été assez gentille pour me répondre, pour dire d'accord, ils ont pris note. Donc, je pense que ça, c'est des petites astuces qui peuvent aider dans la recherche sur LinkedIn. La deuxième question, pardon, c'est... C'était sur le réseautage. Comment faire le réseautage? Comment se constituer un réseau? Moi, je pense que le réseautage, que ça soit virtuel ou physique, virtuel, c'est-à-dire à travers LinkedIn. LinkedIn, pour le moment, pour moi, c'est le seul moyen que j'utilise pour le réseautage. C'est être en contact avec des gens qui font le même travail que moi ou qui font le travail qui m'intéresse pour le futur, par exemple, et commenter dans leurs publications, m'introduire, etc., etc. En physique, c'est dans son lieu de travail, c'est prendre contact avec des personnes qui sont dans le domaine qui vous intéresse et montrer votre intérêt dans ce domaine. Bon, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire dans ce domaine? Quelles sont les formations? Quelles sont les expériences que vous avez? Parfois, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées à aider d'autres personnes. C'est pas facile et c'est pas souvent que ça arrive, mais parfois ça arrive. Et si vous tombez sur ces genres de personnes, toujours montrer l'intérêt que vous avez dans leur domaine, etc. Et il y a aussi parfois dans certains pays ou certaines organisations, on organise des espaces de réseautage, des soirées after work, ces genres d'initiatives. Si vous pouvez, toujours, il faut y aller pour se faire des contacts, etc. Et moi, par exemple, quand j'étais au Tchad, et où je commençais dans le domaine de la traduction et l'interprétariat, je n'avais aucune structure. Je travaillais juste dans ma chambre à moi quand on m'envoyait quelques documents à traduire, etc. Je n'avais pas de documents officiels pour travailler dans la traduction, mais je suis allée me faire des petites cartes de visite. Et je me promenais souvent avec ces cartes de visite qui avaient mon email, mon numéro de téléphone et le nom d'une initiative que j'avais qui était DMN Communication, pour que lorsque j'aurais les moyens et que je pourrais ouvrir ma structure, c'était le nom que j'allais utiliser. Donc, moi, j'avais déjà ces cartes avec moi et je me promène un peu partout avec ces cartes. Dès que je rencontre une personne, je lui passe cette carte. Alors, c'est pas juste passer cette carte à n'importe qui dans la rue, mais quelqu'un qui travaille dans une organisation, je pense que peut-être un jour, ils auront besoin de traduction. Je passais ces cartes. Et c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître. Et ça fait aussi partie du réseautage. Maintenant, c'est aussi commun, je n'ai pas vu dans beaucoup de pays africains, mais c'est aussi commun pour ceux qui cherchent de l'emploi d'avoir des cartes assez génériques
qui liste quels sont les domaines de compétences qu'ils ont, quelles sont les expériences qu'ils ont, et puis leurs différents contacts et le type de travail qui les intéresse à faire. Ma propre grande sœur qui est architecte, il y avait un moment où elle n'avait pas de travail pendant quelques mois et elle a fait ça, des cartes, des toutes petites cartes qui détaillaient ses expériences et le type de travail qu'elle cherchait, plus ses contacts. Et elle les a partagées un peu partout quand elle sortait ou bien quand elle rencontrait des personnes qui étaient dans son domaine. Et effectivement, ça portait du fruit quand quelqu'un l'a appelé pour dire qu'on a besoin d'une consultante ou un consultant tel. Je me rappelle que tu m'avais donné ces cartes, etc. Donc ça, c'est d'autres astuces aussi qui peuvent aider dans le réseautage. C'est premièrement, identifier les gens dans votre domaine. Deuxièmement, les approcher, que ce soit par LinkedIn ou même que ce soit au niveau physique lors des initiatives ou des rencontres, réseautage, etc. Donc, c'est toujours être à la recherche, mais aussi savoir avoir cette, je dirais, différencier entre avec qui vous pouvez partager vos contacts et espérer qu'il peut vous appeler pour des raisons assez professionnelles et en qui, disons clairement que vous ne pouvez pas faire confiance parce que ce monde, il y a tellement de gens aussi qui essayent de tirer avantage ou de tirer profit d'autres personnes. Alors, merci. Juste un ajout sur LinkedIn et l'Afrique. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont sur LinkedIn, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les plus grands groupes, en tout cas les grands groupes, les grandes entreprises ou les entreprises internationales qui sont installées, ils sont aussi sur LinkedIn, ils publient aussi des offres de postes sur LinkedIn. Les gens qui travaillent dans ces organisations-là sont sur LinkedIn, donc vous pouvez les suivre, vous pouvez les contacter en inbox. Leurs chargés de RH sont sur LinkedIn. Donc, c'est pas toutes les entreprises, bien sûr, le boutiquier du coin, il n'a pas un compte LinkedIn, mais les grandes entreprises, les organisations internationales, les grandes ONG internationales, ils sont tous sur LinkedIn et les règles pour LinkedIn, c'est les mêmes que les règles pour LinkedIn en Europe. Exactly the same. Il n'y a pas de différence, en fait, pour tous ces grands groupes-là. Voilà. Et pour le réseautage ou pour se constituer un réseau, juste préciser que, parce que souvent je vois ça beaucoup, surtout chez les jeunes en Afrique, ils s'imaginent qu'avoir un réseau, c'est être ami avec le ministre ou être ami avec le président. Ça n'a rien à voir, en fait. Quand on dit un réseau, la base de votre réseau, c'est toutes les personnes que vous connaissez et qui peuvent vous aider à trouver du boulot. Et donc, c'est aussi bien votre oncle s'il travaille quelque part, vos anciens camarades de fac, c'est votre réseau. Si vous allez à l'église ou à la mosquée, les gens qui vont prier là-bas, il y en a qui travaillent, qui sont dans des entreprises. Donc, tout ça, là, c'est votre réseau, en fait. Il ne faut pas s'imaginer que le réseau, c'est juste être ami avec le président ou être ami avec les ministres ou je ne sais pas quoi. En fait, non. Le réseau, c'est toute personne. C'est-à-dire, même si vous êtes ami avec le coiffeur du président ou le coiffeur du PDG de la grande banque où vous voulez travailler, ou bien le gars qui lui cire les chaussures, c'est aussi votre réseau, en fait. Voilà. Donc, c'était juste ça pour ajouter juste ça. Oui, je donc, voulais il y a aussi, une question. pardon, je voulais ajouter un dernier point, c'est, je vois beaucoup de gens postent leur CV aussi sur LinkedIn et moi, je pense que ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi publier votre CV et clairement dire que vous êtes à la recherche d'une La nouvelle recherche d'un emploi. opportunité. Voilà, et les gens, ils repostent et vous ne savez jamais, peut-être il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un avec votre expérience spécifique puis qui peut vous contacter directement aussi. Absolument. Alors, une question de Raissa. Pour les gens qui sont débutants et qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, comment faire? Alors, je dis ça dépend aussi du domaine débutant. Débutant, est-ce que ça veut dire la personne a déjà eu à faire quelques stages dans son domaine, etc. Parce que les stages aussi, c'est vraiment compté comme des expériences professionnelles aussi. Moi, je dirais pour commencer, si vous êtes carrément débutante avec zéro expérience, c'est vraiment, oui, je vois un message, oui, stage de fin Oui, elle a fait ça de fin d'études. d'études.
Voilà. Alors moi, je trouve que c'est très important de trouver un moyen. Par exemple, on vient de dire que tu peux tu peux publier ton CV sur LinkedIn. Ça, c'est déjà un premier pas pour montrer aux gens que tu es à la recherche de travail. L'autre, comme Rosemary disait, le réseautage. Et je dirais aussi des formations supplémentaires qui tu penses que peuvent t'aider dans ton domaine spécifique, que tu peux mettre sur ton CV, peut-être aller faire quelques certifications en ligne gratuites que tu peux ajouter sur ton CV et pour te faire un peu plus ressortir du lot quoi, quand tu cherches du travail. Au début, j'avoue que c'est vraiment, vraiment difficile. Ça, c'est pour tous les domaines confondus. Mais pour un début, peut-être il faut essayer de voir si mon domaine spécifique ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait être autre chose que je peux faire ou une autre piste que je peux explorer qui peut me trouver du travail. Et peut-être après, vous revenez encore dans votre domaine spécifique. Donc, pour un début, c'est vraiment la recherche, se mettre de l'avant. LinkedIn est un outil qui peut aider à se mettre en avant dans les organisations. Peut-être envoyer des CV non sollicités. Par exemple, vous pouvez envoyer votre CV à un email ou bien le déposer physiquement à une organisation qui n'a pas publié de poste, mais vous leur envoyez ou bien vous leur faites passer votre CV juste pour leur montrer que vous êtes à la recherche d'emploi. Ça, c'est des petites astuces qui peuvent peut-être aider pour quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience professionnelle. Ok. Oui, merci. Donc, j'allais revenir sur ce dont tu parlais tout à l'heure, le volontariat, qui est Mhm, une bonne porte d'entrée, en fait. Bon, après, c'est vrai que financièrement, mhm. c'est pas facile. Moi, j'ai fait Oui. beaucoup du volontariat au début de ma carrière. Bon, financièrement, c'est pas évident, mais Mhm, ça permet vraiment de se faire la main, en fait, de se faire de l'expérience professionnelle. Et du coup, quand vous postulez après sur des vrais postes, vous êtes comme genre un faux junior, en fait. Vous avez, mhm, vous pouvez avoir même une année, 2 ans d'expérience professionnelle. mhm. Et voilà. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être pas tous les domaines, parce que toi, tu fais biochimie. Je sais pas si si je me trompe pas, c'est ça, biochimie, hein? Chimie, oui. Euh, voilà, master en biochimie. Donc là, c'est Mhm, vraiment un domaine spécifique que je maîtrise pas. Je sais pas. J'allais parler des post-doc, mais les post-doc, c'est pour c'est genre pour ceux qui... Non, post-doctorat, c'est donc pour ceux qui font qui sont après le doctorat. Là, c'est un peu... Ouais. C'est un truc que je ne maîtrise pas. Mais mhm. ouais, je sais Oui, pas. si possible, envoyer des CV non Oui, des sollicités, candidatures spontanées. Voilà. Ouais. voilà, dans des organisations qui travaillent dans le domaine de la biochimie, mettre le CV sur LinkedIn et puis demander à votre réseau de reposter De relayer. euh, sur LinkedIn, ouais. Mm, mm. Alors, est-ce qu'il y a, à part, donc là, on a épuisé les questions qui étaient dans le chat. Donc, si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à les écrire. Maintenant, pour ceux qui peuvent ouvrir leur micro, n'hésitez pas de manière ordonnée à ouvrir vos micros pour des questions. Désolée, je suis presque dans le noir. Ah non, j'avais pas allumé la vidéo. Oui, Je suis la presque dans vidéo. le noir. La nuit est en train de tomber. Il y a pas de courant. Et bon, donc, n'hésitez pas, qui a une question, vous pouvez lever la main et puis ouvrir votre micro et poser votre question. Ah, il y a une question. Oui, c'est pour toi. Si elle peut te contacter sur LinkedIn pour Oui, échanger sur... oui, il n'y a pas de souci. Je mets mon LinkedIn dans le chat pour rendre plus facile. Voilà. Donc, pour les autres personnes aussi, n'hésitez pas à récupérer le LinkedIn de Déborah et puis à entrer en contact avec elle. Donc, il y a pas d'autres questions. Je ne sais pas, Ange, Astrid, Karine, Laure, Jolena, Larissa, Luc, Raïssa. Non, Raïssa a posé déjà ses questions. Sylvie, Vinciane, vous avez des questions? Ou, je ne sais pas, des Moi, j'ai problématiques? pas de Ah, voilà, questions. vas-y, Ange. Oui, vas-y.
Je disais que j'avais pas de questions. J'ai bien Ah oui, pas de compris question. tout ce qu'elle a Ok, dit. ok. Oui. Ah, je vois une main levée. C'est qui? Alors, attendez. Larissa. Ah voilà, Larissa, vas-y, ouvre ton micro. Bonsoir et merci d'être ici ce soir. Et merci pour les informations que vous avez partagées avec nous. Ma question est, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un, par exemple, OK, vous avez postulé pour un emploi à l'international et vous devez déménager. Comment ça se passe tout ça? L'adaptation, comment s'adapter et autres. Qu'est-ce qu'il faut savoir en fait par rapport au Mhm. changement? Oui, oui. Alors, souvent avec les ONG et les agences onusiennes, il y a tout un paquet pour aider cette personne à déménager, c'est-à-dire les billets d'avion, les frais de logement, le frais de déménagement, ça dépend des types de contrats et d'organisation. Mais il y a tout un accompagnement au niveau des ressources humaines pour aider cette personne à s'installer dans son nouveau pays d'accueil. Si c'est une famille, un époux, une épouse, les enfants, il y a tout cet accompagnement pour l'époux, l'épouse et les enfants aussi. Donc ça, c'est le côté assez logistique. L'autre côté, je dirais, émotionnel. Et c'est toujours très intéressant de bouger d'un pays à l'autre pour travailler, mais sachant aussi qu'il y a des difficultés qui vont avec, parce qu'on laisse toute sa vie, tout ce qu'on connaît, ses amis, son réseau, son entourage, sa communauté, pour aller dans un autre pays qui est complètement différent. Moi, les conseils que je peux donner, c'est avant même d'aller dans ce pays, ce que je fais en tant que Tchadienne, c'est que je cherche, alors quels sont les Tchadiens qui vivent dans ce pays-là où je vais. Alors, si j'arrive à trouver quelques contacts des compatriotes, je les contacte pour dire, voilà, je viens dans ce pays, tel si vous avez des informations à donner, etc., etc. Par exemple, il y a certaines organisations qui te logent juste un mois pendant que tu essayes de trouver une autre maison. Donc, si tu as des compatriotes dans ce pays, ça, c'est toujours une communauté qui peut t'aider à t'installer, etc. Ça peut aussi être pas des compatriotes immédiats, mais même à travers LinkedIn, je vois des gens qui publient, oui, je vais m'installer dans ce pays. Tous ceux qui veulent me donner des informations, blablabla, peuvent le faire en inbox. Et ça, c'est aussi un autre moyen d'avoir des informations qui peuvent vous aider lors de votre installation. Le déménagement avec la famille ou sans la famille, ce n'est pas facile, mais moi, ça commence d'abord par la volonté de le faire. Parce que le plus tu te convaincs que tu veux vraiment faire ce déménagement et que tu es prête émotionnellement, spirituellement, financièrement à le faire, ça devient plus facile. Mais si jamais tu stresses ou il y a un peu de frustration, ça rend le déménagement ou le changement de pays et de communauté très, très, très difficile. Et aussi avoir un cœur super ouvert, c'est-à-dire quand on va dans un nouveau pays, avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert de vouloir rencontrer des gens, d'apprendre la culture, de connaître la culture. Parce que je vois assez d'exemples de collègues ou des amis avec qui j'ai eu à travailler en dehors de mon propre pays ou qui arrivent avec des idées préconçues de ce pays ou des habitants de ce pays. Alors, ils disent non, ce pays, il est comme ça, les gens qui vivent et les gens de ce pays, ils sont comme ça. Ils ont des idées déjà préfabriquées. Ça rend l'intégration très, très difficile et presque impossible même. Il y a des gens qui finissent, au lieu de finir un contrat de 6 mois ou d'un an, ils ne finissent que faire, ils n'arrivent à faire que 2-3 mois et puis ils décident de démissionner, de repartir parce qu'ils ils sont pas venus avec un cœur ouvert, un esprit ouvert pour vraiment s'intégrer dans la communauté et s'intégrer dans le pays. Et moi, avec toutes mes expériences dans ces différents pays, j'ai toujours eu il y a quelques exemples de difficultés qu'il y a, par exemple, dans des pays qui sont en conflit, etc. Mais en général, le fait que je reste ouvert à tout le monde, j'essaie de comprendre la culture locale, j'essaie beaucoup plus de m'entourer des locaux,
des gens du propre pays pour qu'ils puissent me donner des informations correctes, qu'ils puissent m'aider si j'ai besoin de tel ou tel article, où est-ce que je peux trouver, dans quel marché je vais trouver, dans quelle boutique je peux trouver. Ça, il n'y a que les locaux qui peuvent donner des informations correctes. Donc, moi, je dirais avoir un cœur ouvert, avoir un esprit ouvert, c'est vraiment préliminaire pour pouvoir s'intégrer. Parce que si on vient avec des idées préconçues, on n'arrive pas à supporter. Et si tu viens seul et la famille te manque, ton entourage te manque, ta propre langue maternelle te manque, ça devient difficile. Donc, avoir le cœur ouvert, c'est très important. Alors, je suis contente, le courant vient de revenir. Ah, super. Donc, voilà. Alors, attends. Voilà. Il peut y avoir de la lumière quand même. Donc, à part ça, est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une préoccupation par rapport à ce sujet de la recherche d'emploi à l'international ou même un partage d'expérience à nous faire Oui, de oui, quelqu'un oui. qui est déjà parti ou voilà, ouais. Ou ouais, qui envisage de partir. Ouais. N'hésitez pas, allez-y. Ah mince, attends, Oscarine. Bon, voilà, vous pouvez lever la main et puis ouvrir votre micro pour intervenir. Alors, personne. Il y a une main, je pense. Ah voilà, je vois Karine. une main. Ah ouais, Karine. Ok. Tu peux ouvrir ton micro, Karine, et poser ta question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Voilà. Merci pour cette brillante intervention qui est assez édifiante. Moi, j'ai une préoccupation par rapport au profil des postes généralement que je lis dans les offres. Alors, elles sont tellement denses. Je ne sais pas, est-ce que même si on ne remplit pas tous les critères, est-ce qu'on peut quand même postuler malgré le fait qu'on ne remplit pas tous les critères qui sont dans le profil, d'une part. Maintenant, d'autre part, moi, par exemple, je suis juriste, mais je suis, par exemple, spécialisée dans le droit public de mon pays, qui est le Cameroun. Mais très souvent, les profils juridiques sont tellement... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des profils taillés pour un type de personne. Donc, je suis un peu perdue. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu à ce niveau, s'il vous plaît? Merci. Oui, pour la première partie de la question, ça c'est très intéressant. Les profils où ils passent leur temps à dire 10 ans d'expérience, 8 ans d'expérience. Au début, quand je commençais, je tenais tout ça à la lettre. Mais moi, maintenant, si je remplis 50%, je postule. Je trouve que, parce qu'il y a des exemples où un employeur peut regarder le CV, voir que vous ne remplissez pas à 100% les demandes de ce poste, mais peut-être qu'il y a un autre poste avec un grade un peu plus bas et on peut peut-être vous proposer ce poste-là. Et moi, je trouve que parfois, les employeurs, ils demandent des choses assez, comment je dirais, et ils rendent un peu la tâche difficile aux chercheurs d'emploi en demandant trop d'années d'expérience ou trop des expériences assez spécifiques sur plusieurs domaines qui peuvent venir des domaines différents. Donc, moi, je pense que si tu arrives à te reconnaître dans à peu près 50 à 60% de ce qu'ils demandent, vaut mieux toujours postuler. Ça, c'est toujours quelque chose que moi, je fais. Moi, j'ai peut-être 6-7 ans peut-être 7-8 ans d'expérience, mais si je vois un poste qui demande 10 à 12 ans, je postule. On ne sait jamais. Donc, moi, je prends toujours le temps de regarder si je remplis à un certain niveau, je postule. Pour la deuxième partie de la question,
Ça dépend vraiment du domaine dans lequel tu es. Par exemple, tu dis que tu es dans le domaine tu es juriste, si je ne me trompe pas, c'est ça, juriste. Je pense que en regardant les tâches que l'employeur demande, si tu penses que tu peux les faire, par exemple, parfois c'est des tâches que tu n'as pas eu encore à faire dans tes expériences précédentes, mais si vraiment toi-même, en tant que personne te connaissant tes atouts, tes compétences, si tu penses que tu peux le faire, moi je pense que ça vaut toujours le coup de postuler. Parce que c'est vrai que la manière à laquelle ils rédigent les postes, ça dépend parfois c'est copier-coller d'une autre organisation ou c'est copier-coller ça peut être un poste beaucoup plus élevé, ils font du copier-coller pour un poste un peu plus, avec un grade un peu plus bas. Mais si tu arrives à reconnaître que tes compétences peuvent te permettre de répondre à ces tâches, ça vaut toujours le coup de postuler. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta préoccupation. Oui, J'allais dire Oui, oui. pour abonder dans ton sens, en fait, Déborah. Ça, bon, Déborah dit que elle, quand elle est à 50 ou 60%, elle postule. Même les gens de ressources humaines disent que si vous êtes à 70-80% de l'offre de poste, vous pouvez postuler. Ils savent très bien, c'est-à-dire quand ils font leurs offres de poste, ils savent très bien, comme on dit en français, que c'est le mouton à cinq effectivement. pattes. Il n'y a personne qui existe sur Terre qui a ce Mhm. profil-là exactement et qui coche toutes les cases. Ils le savent. Donc, si tu as 70-80% des cases, tu peux postuler. Maintenant, il y a aussi souvent, surtout bon, les annonces UN et même les annonces des sociétés privées, quand on te met les compétences, il y a toujours, c'est-à-dire il y a genre compétences souhaitables ou compétences désirables Oui, ou oui, oui. compétences, voilà. Tout ça là, tout ce qui est souhaitable ou désirable, ça veut dire que si tu en as, c'est du bonus, mais sinon, c'est pas obligatoire. Si tu les as pas, c'est pas Mhm. éliminatoire. Maintenant, il y a ce que, en anglais, je crois, core competencies. Maintenant, en français, je ne sais pas. Il y a exiger. Voilà. Compétences exigées. Si c'est exigé, ça veut dire que si tu n'en as pas, on te met de côté. Si c'est juste désirable ou souhaitable, ça veut dire que même si tu n'en as pas, c'est pas grave, en fait. Et dans les trucs des agences des Nations Unies, il y a différents pavés de compétences. Et ce qui est vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, 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 ils appellent ça core competencies. Donc, ça veut dire que c'est les compétences clés du poste. Ils peuvent te mettre des tartines et des tartines, mais si tu regardes core Mhm. competencies, ça tient sur 5-6 lignes en fait. Donc, il faut juste prendre le temps de bien analyser la fiche de poste, de bien distinguer entre ce qui est exigé, ce qui est désiré ou souhaité. Ça te permet déjà de pouvoir comment dire, savoir comment te positionner et savoir si oui ou non tu réponds réellement aux compétences. Les seules compétences que tu dois te dire que je dois avoir à 100%, c'est ce qui est exigé. Si c'est pas marqué exigé, ça veut dire que c'est juste du bonus qu'ils cherchent. Donc, même si tu les as pas, tu peux postuler, en fait. Mais eux-mêmes, quand ils font leur truc, je lisais une blague cette semaine sur Facebook. C'est une prof de latin. Et donc, elle cherchait le boulot comme prof de latin. Maintenant, l'offre de poste, ils avaient copié-collé sans doute sur quelque part. Donc, ils cherchaient un native speaker. Donc, ça veut dire quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Et le latin, c'est une langue Ouais, morte, donc ça n'existe pas, tu vois. morte. Donc, voilà, pour te dire que, bon, parfois, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, en fait. Voilà. Voilà, ouais, exactement. Et juste pour ajouter, c'est si tu arrives au niveau de test ou d'entretien, et s'il y a ces parties dans l'offre là que tu ne maîtrises pas, juste faire des recherches très vite sur Google ou essayer de se former assez rapidement pour pouvoir se défendre lors des entretiens. Parce que la recherche du boulot aussi, c'est savoir parler lors des entretiens. Il y a des gens qui cartonnent pendant les entretiens alors qu'ils n'ont même pas l'expérience. C'est juste qu'ils savent tellement bien parler, ils sont éloquents, ils savent comment présenter leurs points, parfois sur des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc, s'il y a des points dans le poste
Et si on t'appelait pour un entretien, pour un test, il faut toujours repartir sur cette offre et voir qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas et essayer d'avoir des informations le plus rapidement possible pour bien performer dans le test et bien se défendre lors des entretiens. Wow, merci beaucoup. Merci. De rien. Rosemary, est-ce qu'on t'a perdu ou tu es là? Oui, oui, j'avais été déconnectée quelques secondes, mais je suis là. Oui, je suis de retour. Oui. Quelqu'un d'autre a une question? Il nous reste encore 15 minutes, mais Si s'il n'y je a peux plus de questions. revenir. Oui, vas-y, Karine. Oh, vas-y. Oui. Et également, je voulais demander, est-ce que lorsque on lit une offre d'emploi dans les UN, dans les Nations Unies par exemple, et que on ne répond pas forcément au profil, mais est-ce qu'on peut quand même postuler? Est-ce que il est quand même, il peut être bienvenu de le balancer comme ça, de postuler comme ça, je sais pas, parce on veut et puis on se met à postuler comme on voit, dès qu'on sent que peut-être dans tel organisme il y a des besoins, on se lance spontanément, on se propose, on propose ses compétences. Est-ce que ça se fait aussi comme ça, s'il vous plaît? C'est-à-dire, pour bien préciser ta question, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire candidature spontanée avec juste CV et lettre de motivation, sans passer par les plateformes de recrutement UN, c'est ça? Oh oui, OK. oui, est-ce que ça se fait aussi? Je ne sais pas si on m'entend bien, s'il vous plaît. Oui, oui. Oui, oui. Je pense que pour... tu poses la question spécifiquement pour les UN, c'est ça? Oui, UN, pour les ONG. UN. Oui, UN. Ok. Oui, je pense qu'il faut être un peu du domaine. Par exemple, vous êtes juriste et il y a peut-être des offres sur... il y a parfois des offres pour les juristes. C'est pas très commun, mais il y en a parfois. Ou bien des offres pertinentes comme Human Rights Officer. Comment on peut dire ça en français, Rosemary? Et Officier de droits de l'homme. En fait, le droit de l'homme, c'est-à-dire, voilà. par Oui. Oui, rapport oui, à les ton, défenseurs des droits par de rapport à l'homme, ton profil de également. juriste, Mm. par rapport à ton profil de juriste, il y a certaines agences des Nations Unies qui vont être plus Voilà. pertinentes par rapport à ton Mhm. profil. Comme disait Déborah, bon, si tu cherches des postes de juriste au PAM, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, Ouais. si tu cherches, là où elle disait officier de protection, là, officier des droits de l'homme, c'est le UNHCR, donc Oui. UNHCR. Il y a des postes de juriste là-bas. Il y a aussi Et à la et haie, les les missions gens, pays aussi. Toutes les voilà. missions pays. UNIMIS, à MONUSCO, toutes les missions de stabilisation pour les pays en conflit, ils ont pas mal de postes pour les juristes. Voilà. Alors, c'est pas spécifiquement écrit, je sais pas, juriste ou etc., mais c'est les officiers de droits de l'homme, la protection aussi, c'est pas mal de juristes qui le font. C'est beaucoup plus les personnes avec des diplômes en droit qui font les postes d'officiers de protection. Donc ça, c'est des domaines que tu peux regarder dans les missions de stabilisation dans les pays et au ACR, protection un peu à UNICEF aussi. Donc, ces agences spécifiques, ils ont quand même certaines des offres. Il faut peut-être aussi regarder UNV, les volontaires des Nations Unies. Ils ont Oui, oui. parfois pas mal de postes. Et puis Euh, les cours internationales, hein. La oui. CPI, le tribunal Mhm. pénal pour la Yougoslavie, je ne sais pas s'il existe toujours, ou comment ça? Oui, c'est ça, la CPI. Ceux qui sont à la haine, hein. Il y a des postes, il y a beaucoup de postes de Oui, oui, juristes oui, oui, là-bas. oui, Ouais. oui. Bon, mais on a l'impression qu'à la CPI, c'est beaucoup plus les magistrats,
d'aider les gens comme ça. Mais non, mais dans une cour, tu es juriste, il n'y a pas que des juges. Mhm. Une cour, il y a, je sais pas, il y a des greffiers, il y a des, je sais pas, il y a des, il y a différents, il y a Mhm. différents postes juridiques en fait. Il y a pas que des juges dans une cour de justice. Il y a pas que des magistrats, hein. Il y a d'autres postes. J'ai vu passer déjà des postes, bon, des postes en relation avec le droit, mais qui n'étaient pas magistrats. Mais il faut vraiment regarder. Après, comme tu disais, est-ce que si vraiment tu n'as pas du tout le profil, bon, c'est un peu, c'est-à-dire de l'autre côté, bon, les Nations Unies, c'est-à-dire par les plateformes UN, par les plateformes dédiées, un premier temps, le filtrage se fait par des logiciels. Donc, si vraiment ton Ouais, profil n'a rien à voir, le logiciel va ouais. juste te rejeter. Et maintenant, Mhm. deuxième étape, c'est un être humain qui regarde sur ton CV et qui voit effectivement. Maintenant, même si c'est une personne, si, une fois, ça m'avait fait rire. On avait ouvert un poste de, bon, c'était pas aux Nations Unies, mais à la BBC où je travaillais avant, ils avaient ouvert un poste de rédacteur en chef. Et le poste était aussi sur les réseaux sociaux, donc il y avait des gens qui postulaient, mais tu vois, le gars, il est chauffeur, le gars, il est archéologue ou je sais pas quoi. Bon, what are the odds? Quelles sont les chances qu'on va te recruter en fait? Il y Mhm. a un moment, il faut être juste, il faut, comment dire, il faut aussi être logique en fait, et ça peut même te desservir si tu envoies ta candidature n'importe comment, Ouais, genre, ouais, ouais. je sais pas, tu es cuisinier, tu commences à postuler sur des postes d'administrateur, bon, on va se dire, c'est un clown ou c'est une clown. Donc, il faut être Mhm. un peu logique. Oui, il faut se reconnaître dans le poste et voir comment tes compétences et tes expériences peuvent répondre à ces postes Mhm. Peuvent euh, matcher. avant Alors, de le postuler. lien que Déborah vient de vous euh, partager, c'est le site des UNV, donc c'est volontaires des Nations Unies. On avait déjà organisé un webinaire sur comment travailler comme être volontaire des Nations Unies. Donc, Mhm. mettez de côté le terme volontaire. Les volontaires des Nations Unies sont rémunérés, ils sont payés. Je pense Mhm. les rémunérations varient en fonction de si vous êtes un volontaire national, c'est-à-dire vous êtes recruté comme volontaire dans votre propre pays. Genre, je suis burundais, je suis volontaire des Nations Unies au Burundi, il y a un taux de rémunération. Ou si vous êtes Mhm. volontaire international, toujours je suis burundais, mais je vais travailler au Népal. Là, je suis volontaire international, le taux de rémunération est différent. Pour les volontaires nationaux, je maîtrise pas la grille de salaire, mais pour les volontaires internationaux, la rémunération varie si vous êtes dans un pays en paix ou dans un pays en guerre, grosso modo, et en fonction aussi de la cherté de la vie dans ce pays. Mais en moyenne, la rémunération tourne en moyenne autour de 2 000 $. Donc, 2 000 $ dans la plupart des pays, on peut quand même vivre. Voilà. Donc, Mhm. ne, voilà, et c'est bon, c'est toujours compétitif parce que tout recrutement aux Nations Unies est compétitif, mais ça peut être une porte d'entrée qui vous permet euh, de justement de vous mettre un pied dans le système des Nations Unies et voilà, d'une manière qui soit peut-être un peu plus simple ou un peu plus flexible. Un Mhm. conseil rapidement, remplissez votre profil en anglais parce que les candidatures en français sont un peu négligées. Ça, c'est un conseil. Maintenant, si vous êtes intéressé, de toutes les façons, avec le replay, je vais vous envoyer comment dire, la playlist YouTube avec les replays de tous les anciens webinaires qu'on a eu à organiser. Et dedans, il y en a deux sur comment devenir volontaire des Nations Unies. Donc, n'hésitez pas à regarder ces replays et pour voir comment vous pouvez optimiser au maximum votre candidature volontaire des Nations Unies. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Peut-être une dernière question? Anyone? Vinciane, Sylvie? Bon, Oscarine, tu viens d'arriver. Tu suivras le replay. Jolena, quelqu'un a une question?
Une question une fois, une question deux fois, question trois fois. Ok, donc il n'y a pas d'autres questions. Donc on va te dire merci infiniment, Déborah, pour cette présentation, pour tous les conseils que tu as eu à nous partager. Donc n'hésitez pas encore une fois, allez-y, connectez-vous avec Déborah sur LinkedIn. Elle a partagé le lien de son profil, donc allez-y l'ajouter. Voilà, et puis on se retrouve une prochaine fois pour un prochain webinaire. Voilà. Bon, Merci à tout le monde. Merci. Bye bye. merci, bye bye.